on a effectivement le plaisir d'avoir John Karp qui est là. John Karp qui est l'auteur d'un livre sur le NFT, NFT Revolution, la naissance du mouvement crypto-art, mais tu es aussi je crois, si je ne me trompe pas, CEO et fondateur de NFT Factory, c'est ça, à Paris. Tu vas nous en parler, hein, c'est un collectif d'artistes et d'investisseurs. Exactement. Voilà. Tu es sur le stand Vivatech juste aujourd'hui ou Je suis sur Vivatech en effet, essentiellement pour parler. C'est un peu mon truc parler en ce moment parce que j'ai un podcast quotidien aussi qui s'appelle justement le NFT Morning, où on parle de NFT depuis maintenant 1 an et demi tous les jours. Tous les jours, d'accord. Et donc, du coup, j'ai pas mal d'interventions dans le domaine de l'art, dans le domaine du potentiel des NFT, vu que voilà, il y a pas mal de gens qui commencent à s'y intéresser de manière assez sérieuse. Et donc, je suis plutôt là en effet pour parler NFT parce que cette année, Vivatech en fait, pour la première année, s'intéresse à ce nouveau mouvement qu'on appelle le Web 3.0. Oui, mais justement, c'est un petit peu ma première question, parce que la question que tu dois avoir 10 000 fois par jour, c'est quoi un NFT? On va partir du postulat que vous savez maintenant ce que c'est qu'un NFT. Toi, Léo, tu sais ce que c'est qu'un NFT? Bah, complètement. Ben, ça fait quoi? Ça fait combien d'années maintenant que les NFT, c'est devenu un peu mainstream? En fait, les NFT, ça fait, on va dire, 4 ans que ça existe. Ouais. Maintenant, on est vraiment dans l'année 2 du NFT. En fait, il y a eu un battage médiatique en fait il y a un peu plus d'1 an, en mars 2021, quand il y a eu cette fameuse vente en fait par l'artiste Beeple chez Christie's pour 70 millions de dollars. Et ça a un peu donné le coup de départ. Oui, pour le grand public. Pour le grand public de qu'est-ce qu'un NFT, que les médias ont commencé à en parler, que le monde de l'art s'est tourné, que des industries ont commencé à se créer autour du NFT. Donc, NFT, on va dire certificat d'authenticité numérique, le débat est clos, ne nous demandez pas ce que c'est fait. Je vais te poser une question un petit peu différemment. On entend beaucoup parler de ce Web 3, surtout ici à Vivatech. En quoi le NFT est une pierre angulaire et essentielle à ce Web 3? Moi, c'est un petit peu ce que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Peut-être qu'il faut parler du Web 1 et du Web 2 rapidement. Let's go. On va y aller. Donc, en fait, c'est vrai que c'est ce mot-clé qui a émergé Web 3. Web 1, pour faire simple, c'est l'émergence d'Internet, c'est magnifique, et la chance d'avoir une information depuis n'importe où dans le monde, un site web et une information donc émise par un site, une information descendante. Ensuite, il y a, on va dire, il y a une dizaine d'années, voire 15 ans, on va dire, il y a 10 ans, le Web 2 qui a émergé. Le Web 2 est arrivé avec cette notion de contenu généré par les utilisateurs, notamment. Donc, les YouTube, justement, voilà, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans lesquels, finalement, vous lisez une information qui est essentiellement émise par d'autres utilisateurs du même réseau. Et donc c'est assez intéressant et ça fait exploser, justement, le monde du web. Et en fait, le Web 3, c'est la notion de valeur. Ça veut dire que dans le Web 2, 99% de la valeur part vers, on va dire, ces fameux GAFAM, pour faire simple. Ça veut dire que vous êtes aujourd'hui un producteur de contenu sur YouTube, c'est vachement bien. Vous faites une audience, c'est vachement bien. Le gros de la monétisation part chez un organisme centralisé qui s'appelle YouTube, Google. Malgré le temps que vous avez passé à produire du contenu, malgré l'audience que vous générez. Pareil pour les gens qui passent des journées à regarder des vidéos. Bon, c'est bien, ils donnent d'eux en fait, parce qu'ils donnent leurs données personnelles au minimum, parce que c'est le business model, voilà, c'est le vrai prix du web, on va dire. Le prix du web, c'est sa donnée personnelle, c'est le business model de Facebook, notamment Instagram et Co. C'est je passe du temps, je donne qui je suis toute la journée en donnant mes informations, et il y a quelqu'un qui dit merci et qui le vend à des entreprises. Le Web 3, c'est justement un moyen de se réapproprier la valeur. Donc de se réapproprier la valeur, ça veut dire que je suis une entreprise, je crée, par exemple, des exemples qu'on donne souvent, c'est vraiment, je passe du temps dans un jeu vidéo. Ouais. Je passe du temps dans un jeu vidéo. Tu connais ça, Léo? Les fameux Play to Earn. Voilà. Alors, avant même de parler des Play to Earn, vraiment le point de départ, c'est parce que Play to Earn, déjà, c'est assez controversé, on va se poser la question. Mais avant même de parler du compte Play to Earn, on a tous passé des heures sur WoW ou sur d'autres choses. On se crée un personnage, on se crée une identité, on a accumulé un certain nombre de choses.
Et puis à un moment donné, on dit ça y est, là, je viens de passer 1 an de ma vie, je vais me remettre à autre chose, je vais me raser, je vais me laver, je vais me mettre sur quelque chose d'autre. Et donc on dit bon bah à un moment on arrête. Tout ce qu'on a capitalisé là-dedans, ça a une valeur. Et aujourd'hui, on peut pas vraiment en faire quelque chose. Il y a des gens qui allaient sur eBay, essayer de revendre leur compte. Pour donner un exemple, par exemple, j'achète une armure dans World of Warcraft. Si un jour Blizzard arrête World of Warcraft, le temps que j'aurais passé à accumuler cette armure ou à accumuler l'argent pour me l'acheter, finalement cette valeur disparaît et elle appartient à Blizzard. C'est la notion de propriété. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que tu n'en es pas. Tu as acheté ton armure sur WoW. Donc, par rapport à une armure que tu aurais achetée chez Zara, donc ton armure sur WoW, bien connu, l'armure plus de classe de chez le Zara. dernier modèle, la nouvelle collection automne-hiver d'armure chez Zara. Du coup, si tu as cette armure-là chez Zara, eh ben, tu peux aller sur Vinted ou Le Bon Coin pour la revendre. Tu peux aller l'emmener dans tous les endroits que tu veux de la Terre qui appartiennent à Zara. Zara ferme ses portes demain pour une raison X. Bah, tu es toujours propriétaire de ton armure. Tu peux la louer, tu peux la prêter, tu peux la donner, tu peux la détruire. Tu peux la mettre en gage, en caution, peut-être sur un crédit. C'est la tienne, t'en es propriétaire. Alors que dans le monde, justement, des jeux vidéo, parce que je prends cet exemple, bah t'es pas propriétaire. Non, in fine, non. Et il y a déjà des cas, effectivement, par exemple, des comptes World of Warcraft vendus des milliers d'euros, les glaives d'Illidan. C'est pour et ceux qui en se rappellent fait, du jeu à l'époque. Exactement, en fait, parce que le problème, c'est que du coup, c'est écrit en fait dans les chartes consignes qu'on n'a pas le droit. Mais du coup, dans le cas des NFT, c'est aussi le cas parfois. Par exemple, Ubisoft Quartz, qui avait sorti leur NFT avec Rainbow Six, qui disait qu'ils voulaient mettre des NFT dans leur jeu, mais qu'on n'était toujours pas propriétaire de ces derniers. Donc du coup, il y a toujours un peu des histoires comme ça, un petit peu compliquées. Non, en fait, t'en fais ce que tu veux. Donc ça veut dire qu'en effet, un NFT, c'est un titre. Alors un titre, on dit, alors pour aller vite, on dit titre de propriété, mais en fait, c'est un titre de quelque chose. Oui. Donc je vais venir après, mais ouais. Donc ça, et donc tu vas mettre à l'intérieur. Tu vois, je vais donner l'exemple du monde de l'art pour le coup qui s'est beaucoup développé. Quand tu achètes une œuvre NFT, le niveau 0, c'était, je suis uniquement propriétaire de la copie numérique. On va dire, et par contre, les droits d'auteur et les droits d'exploitation commerciale sont toujours la propriété de l'artiste. C'est niveau 1 qui vaut déjà de l'argent, parce que tu as un titre, c'est comme une œuvre, quand un artiste vend une œuvre à quelqu'un, tu es propriétaire de la croûte, mais demain, tu n'as pas le droit de lancer un livre ou des t-shirts avec l'image dessus. Tu as un deuxième niveau dans le monde de l'art où tu vas pouvoir, maintenant de plus en plus, c'est les fameux Bored Ape, les singes qui sont connus. Leur force, c'est qu'ils ont dit quand vous achetez le singe, vous êtes propriétaire des droits d'exploitation. Et d'ailleurs, on a eu cet exemple récemment. À Hollywood, il voulait faire un dessin animé avec le Bored Ape. Bon, il s'est fait voler son Bored Ape, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, c'est ça que parfois les gens ont du mal à appréhender. Un NFT, c'est un peu comme un contrat, et un contrat peut avoir plusieurs clauses. Comme tu le disais, ça peut être juste... J'ai une édition numérotée de l'armure de World of Warcraft, mais la propriété intellectuelle de l'armure reste chez Blizzard. J'ai pas le droit de créer un jeu autour de cette armure. Et donc c'est normal pour protéger ta marque, mais tu peux aller dans des cas extrêmes, effectivement dans les NFT, où on va te donner même les droits d'exploitation commerciale de l'image. Un peu comme si on te vendait la Joconde, mais en plus tu aurais l'argent de toutes les cartes postales qui seraient faites avec la Joconde, tu vois. Exactement, ou comme si tu avais la machine à imprimer des armures et que tu devenais le propriétaire d'exploitation. Donc voilà, c'est pas un bout de papier, justement, c'est un bout numérique, mais qui peut revêtir plein de formes différentes. C'est ça, et du coup, pour revenir dessus, donc, alors tu as un bouleversement de modèle, mais en tout cas, on conçoit intellectuellement, et tu as raison de dire, en fait, Ubisoft, c'est un premier cas, mais en fait, c'est un peu comme d'ailleurs dans le monde du jeu vidéo, tu vois, au départ, tu avais les jeux, puis à un moment, on a parlé de free-to-play. Et on était tous en train de dire mais c'est quoi ce délire? Un jeu ça peut pas être gratuit, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Enfin c'était que des jeux de daube sur mobile. Puis un jour t'as raison, Fortnite qui est arrivé, qui est un jeu gratuit, qui a touché des millions de personnes et qui génère des milliards à côté. Donc là c'est pareil, on n'a pas eu le momentum jeu vidéo sur le NFT où tu as eu le jeu qui a tout compris et qui a lancé ça. Parce que pour l'instant, c'est encore de l'expérimentation. Mais du coup, c'est quoi la différence, par exemple, avec les marchés? C'était la question qu'il y avait sur Twitch. Avec les marchés Steam, par exemple, où on peut revendre des objets Dota, les objets de Counter-Strike, etc. C'est quoi la plus-value, du coup, d'avoir ça en NFT? En fait, Steam, si tu veux, c'est centralisé. Ça veut dire que tu dépends des règles définies par un acteur, qui peut être l'Apple Store, qui peut être Steam, qui peut être Facebook Meta, qui définit ces règles. C'est comme si finalement, dans le monde réel, justement, tu as acheté ton armure chez Zara, mais tu dis, et Zara a dit, bah attends, on a créé Zara Second Marché,
Donc tu peux aller demain sur Zara Second Marché et tu es obligé de vendre uniquement dans le réseau Zara. Donc là, tu le vends dans le réseau Steam. Maintenant, Steam, ils ont des conditions, ils ont des pourcentages qui sont assez importants sur la revente. Et malgré tout, ils ont le droit de changer les règles quand ils veulent, où ils veulent. Demain, tu as une autre alternative qui pourrait exister, c'est ce qui existe dans le monde des NFT. J'achète une œuvre NFT aujourd'hui, je peux la vendre sur OpenSea, qui est un peu l'équivalent du Bon Coin des NFT, mais je peux la vendre sur Rarible, je peux la vendre sur LuxRare, je peux la vendre en fait même de gré à gré avec des personnes. J'ai pas besoin de passer par une plateforme centralisée pour le faire. Et forcément, du coup, ça crée un univers concurrentiel sur lequel les gens sont vraiment... En fait, c'est cette notion d'être réellement propriétaire. Tu vois. Oui, mais avec le bémol, comme on vient de le dire, que tu peux avoir des contrats de NFT qui vont pas te donner justement cette propriété. Donc la décentralisation dans les NFT est variable selon le contrat NFT que ça. En fait, c'est un principe de liberté. Voilà. C'est un principe. Mais comme dans les contrats, en fait, c'est juste une technologie. Maintenant, si tu veux, en tout cas, ça donne de la fluidité dans l'usage. Moi, je peux être content dans certaines conditions. En effet, j'ai des œuvres d'artistes. J'ai juste le droit de collection. Je suis content d'avoir ce droit de collection. Ça a déjà une valeur. Je suis l'unique propriétaire d'une œuvre, un unique exemplaire. J'ai un droit de collection dessus. J'ai une valeur. Et puis, je suis content d'avoir ça. Puis, en fonction des droits qui se déclinent, ça pourrait être plus ou moins défini. Mais en effet, des fois, quand il y a des notions d'ayant droit, par exemple, le cas par exemple, de Sorare, vous savez, les cartes de foot à collectionner. Oui, Donc, c'est des cartes Panini. Donc, Sorare, ils signent eux-mêmes un contrat, on va dire pour faire simple, avec les joueurs, une ligue qui signe même avec un club qui a lui-même les droits d'exploitation de l'image d'un joueur. Donc, si tu veux, je suis propriétaire, en effet, d'un droit de collection. Je ne peux pas faire n'importe quoi demain, en effet, avec ma carte Sorare, je vais pouvoir la revendre derrière parce qu'il y a d'autres droits derrière qui sont déjà liés. Donc, tu vois, tu arrives en fait dans un environnement réglementaire déjà existant et pour que ça soit légitime, tu ne peux pas faire n'importe quoi, en effet. Alors, on va partir un petit peu sur l'art, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des NFT à travers l'art. On sait que les NFT ne servent pas qu'à l'art, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on connaît les NFT par l'art, et notamment par les outrances du marché de l'art. Et ça, c'est bon de le rappeler peut-être à un public plus jeune. Le marché de l'art a toujours eu des outrances. Il y a toujours, on a du mal à comprendre que certains trucs se vendent à certains prix, que ça soit une banane scotchée sur un mur, l'œuvre invisible, l'œuvre invisible, tu sais, les 4 carrés de scotch par terre, il y a une œuvre dedans. Donc ça fait presque partie intégrante du marché de l'art d'avoir des outrances. Mais justement, est-ce que c'est pas un peu dommage pour les NFT, parce qu'aujourd'hui on colle au NFT cette image négative de instrument de spéculation et il n'y a que du vent derrière. Le bon, c'est que ça fait connaître les NFT. Comment on peut rectifier et réapprendre et se réapproprier finalement les NFT? Non, mais je pense que tu as bien résumé déjà l'enjeu et la problématique. Il y a de la spéculation, déjà c'est sûr et certain. À la fois parce que c'est le monde de l'art, et comme tu l'as bien décrit, le monde de l'art, c'est peut-être le monde déjà à la base qui est le plus spéculatif. Parce que finalement, moins tu as de corrélation avec le monde réel, plus c'est facile de spéculer. Mais bon, après, le monde est devenu spéculation. Quand on regarde le monde des actions, ce qu'il est devenu, que ce soit du Netflix ou du Tesla, le monde de l'immobilier, en fait, on est dans un monde où la spéculation, en effet, est devenue importante. Et là, tu rajoutes l'ingrédient par rapport au monde de l'art, Internet, qui forcément accélère les transactions. Et qui grandit le marché. Qui fait développer le marché, ce que je disais ce matin. Quand on comparait le marché du taxi et on disait Uber au maximum, c'est une partie du monde du taxi. Le monde des VTC aujourd'hui, c'est 10 fois le monde des taxis. Donc ça veut dire que Internet démultiplie en fait la consommation. Donc quand tu rajoutes ce côté-là, que tu rajoutes en effet une spéculation d'anticipation comme on l'a eu sur Internet dans les années 90, où tu avais un potentiel gigantesque et donc les gens s'y intéressaient et tu avais déjà dans les années 90 des gens qui vendaient le concept de YouTube, des gens qui te vendaient le concept justement de World of Warcraft, alors que le monde n'était pas encore prêt pour ça. Et donc tu avais des millions investis là-dedans. Et en effet, à 90%, c'était de la banane. D'ailleurs, à 90% s'est effondré, mais il est resté 10%. Mais il y avait Amazon au milieu, où il y avait des trucs qui étaient en fait le début de quelque chose qui allait devenir gigantesque. Et évidemment, on ne peut pas dire aujourd'hui que le monde de Internet n'existe plus. Donc si tu veux, et ça a toujours été ça. Ça a toujours été quand tu as un énorme potentiel, tu as un surinvestissement. Et forcément,
surtout dans un univers qu'on comprend pas, qu'on n'appréhende pas, dans lequel on n'est pas rentré, bah, de l'extérieur, qu'est-ce qu'on retient? Les chiffres, les outrances. Quand tu es à l'intérieur, en fait, moi c'est mon cas, hein, j'ai commencé en tant que collectionneur d'art en fait. Donc je collectionne des NFT depuis plus de 2 ans. Et en fait, moi ce que j'ai vu, c'est juste que tu as les plus grands artistes du 21e siècle qui sont là. Comme on a eu une outrance quand on parlait des Banksy, quand on parlait du street art, qui était extrêmement décrié, on disait c'est pas de l'art. Comme tu as eu les impressionnistes au début du siècle, on les a appelés impressionnistes, c'était justement parce que ils sont là pour impressionner leur monde, un peu amuser la galerie. Enfin, c'était extrêmement interne, c'était un terme péjoratif pour dire ils se prennent pour qui à faire quelque chose qui n'est pas réaliste. En fait, le monde de l'art a toujours été dans cette logique. Nouvelle technologie, nouveau siècle, nouvelles questions sur l'art et sur la société. Un monde établi d'un côté qui a envie de se moquer parce qu'il ne le comprend pas bien, et de l'autre, en fait, des gens qui sont en train de péter les barrières parce qu'ils sont en train de créer justement l'art du 21e siècle. Et en fait, quand tu creuses et que tu comprends, évidemment, comme tout, il faut s'y intéresser. Et c'est pas facile. N'importe quel univers n'est pas facile à appréhender. On parle du jeu vidéo. Avant de comprendre le monde du jeu vidéo, il faut passer des heures à l'intérieur pour comprendre ce que c'est. Le monde de l'art, c'est pareil. Et il y a une chose que les gens oublient aussi, c'est que le monde de l'art a besoin de financement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir plein de générations d'artistes, et il y en a déjà plein, qui travaillent sur du démat, qui vont produire des œuvres qui n'existent qu'en numérique. Tu peux en faire une impression, en fait, mais c'est pas là le débat. En fait, pour faire simple, l'exemple du fameux Beeple, en fait, il est assez simple parce qu'il est très parlant. Beeple, c'est un artiste 3D. C'est un des plus grands experts de la 3D mondiale depuis pratiquement 15 ans. Il est connu, hein, il a fait des clips avec Madonna, il a collaboré sur des grands films, sur de la mode, différents univers. Beeple, depuis 2000, je sais plus, on va dire 2010, 13 ans à peu près, 14 ans, tous les jours sur son profil Twitter, il publie une œuvre 3D de sa création, un croquis 3D. Il fait ça tous les jours, qu'il pleut, qu'il neige, dimanche, etc. Il en a fait plus de 5000. Et il y a 2 ans, Beeple, quand il chatte avec ses copains, on lui dit « Ça va le business ?» Il dit « Ça va, j'ai des followers, je vais faire des collabs, je parle avec des gens, on bricole. » En fait, c'était une agence, quoi. C'était un freelance. C'était pas un artiste. Ouais. Introduire le NFT pour lui a permis pour la première fois de vivre de son art. Et en fait, c'est ça le changement de paradigme. On avait des artistes qui n'étaient pas dans les galeries. Ils n'étaient pas exposables. Quand on achetait une œuvre dans une galerie, on dit « J'achète quoi? J'achète le cadre, j'achète une clé USB, j'ai une animation 3D, qu'est-ce que je suis en train d'acheter ?» On ne savait pas. Là, pour la première fois, on peut acheter. Et ça marche pour des... Moi, je parle tous les jours avec des gens qui ne vivaient pas de leur art. Et c'est des artistes 3D, des graphistes dans des agences, même des poètes. Qui me disent « Poète, c'était pas un métier. Maintenant, je peux vivre de mon art. » En fait, on a dû démultiplier le nombre de collectionneurs parce que d'un coup, toute cette nouvelle génération qui n'était pas interpellée par l'art contemporain comprend cette nouvelle culture du mème, la culture de la 3D, la culture finalement de l'internet, la culture du jeu vidéo. Et la valeur culturelle. Et voilà, il y a une valeur. On a trouvé l'art qui nous correspondait. Et donc forcément, on le collectionne. Et justement, dans ton livre que tu as écrit en collaboration, NFT Revolution, naissance du mouvement de crypto art, tu parles d'une révolution artistique naissante. Mais est-ce que c'est juste une révolution au niveau du financement ou tu penses que ça va même faire émerger des formes d'art qu'on ne connaît pas encore En fait, moi, je pense, quand tu vois le nom des artistes, je pense qu'aujourd'hui, on parle d'art NFT parce que, voilà, on met tout ça dans une grosse enveloppe. Comme, justement, au début du siècle, on parlait du Cercle de Paris. En fait, Cercle de Paris, c'était les néo-impressionnistes, les fauvistes, les cubistes. Et bah, dans 20 ans, dans 30 ans, on parlera des hachistes qui sont les enfants de l'artiste Pac. On parlera des X-copyistes qui sont les enfants de X-copy. Et il y a plein d'autres mouvements dont je ne peux pas parler aujourd'hui parce que je ne les connais pas. Mais en fait, on parlera juste d'art et différents mouvements artistiques qui ont en point commun d'avoir l'outil numérique, point final. Mais le numérique, c'est riche en fait. Est-ce que on va prendre une dernière question parce que on a un autre invité. On va rester un peu dans le même domaine. Il y en a pas mal qui parlaient effectivement du côté NFT utilitaire parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'NFT pour l'art. Oui. Est-ce que du coup tu penses à terme que le NFT dans l'art va être vraiment la majorité des NFT ou est-ce qu'on va avoir vraiment un côté utilitaire qui va arriver? Typiquement, on parle souvent d'avoir un NFT en passeport, etc. Des NFT pour des billets de concert, ce genre de choses.
Est-ce que du coup ça va plutôt être ça qui va devenir majoritaire ou est-ce qu'on va vraiment rester sur de l'art, ce genre de choses? En fait, faut comprendre la puissance de la technologie de la blockchain. Je sais pas si c'est vraiment la forme du NFT en lui-même ou si ça sera autre chose. Mais par exemple, moi je vais donner un exemple. J'organise un événement qui s'appelle la Non-Fungible Conference. En fait, j'ai créé une billetterie NFT. Donc une billetterie NFT, en fait, la question de est-ce que la blockchain en fait va avoir une utilité dans le monde de la billetterie. On a vu les événements qui se sont passés au Stade de France il y a une dizaine de jours. En fait, la question du faux, en fait, pour moi, c'est déjà une absurdité aujourd'hui, en fait, qu'on en parle. Avoir un faux billet d'un concert, quand tu es dans la blockchain, la question, elle se pose même plus. Est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est un vrai? C'est cette information, c'est un billet. Est-ce que tu l'as utilisé? Est-ce que tu l'as pas utilisé? Ça aussi, la question se pose plus. Dans les mains de qui sont mes billets aujourd'hui? La question se pose plus. Est-ce que je peux organiser un second marché sur ma billetterie ou pas? À toi de choisir. Moi, sur mon événement à Lisbonne, j'avais un second marché avec des royalties à 10%. Et à un moment donné, mon événement était sold out. Les billets à la base se vendaient 500 €. À la fin, il y avait des petits malins qu'on avait acheté 10 et qui les vendaient au marché noir à 3000 €. En appuyant sur un bouton, j'ai pu stopper le second marché. En fait, si tu veux... Dieu sait si en plus les problèmes de billets sont d'actualité. Les problèmes sont d'actualité. Les problèmes d'authentification. Donc si tu veux, on parle d'art, mais tu as la technologie derrière. Et la technologie, on en est... En fait, c'est exactement comme je te parlais d'Internet au début. On imaginait, on disait, tu vas pouvoir voir la télé par Internet. Et les gens, ils se marraient. Ils disent, pourquoi voir la télé par Internet alors que j'ai ma télé où tu vas pouvoir faire des jeux de fou, où tout le monde sera connecté. En fait, personne n'a l'intelligence de savoir imaginer jusqu'où on va pouvoir aller. Et moi, le premier, j'en sais rien. Mais la technologie va permettre beaucoup de choses. Mais du coup, là, par exemple, tu disais que tu pouvais bloquer le marché noir avec un bouton. Ça va pas un peu à l'encontre du truc de tout le monde est libre de son billet, etc. Et les gens vont pas se dire ils sont encore plus dépossédés de En fait, le fond du fond, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut. Ça veut dire que tu as une technologie. Et justement, l'exemple de la billetterie, il est intéressant. Tu as des gens qui vont dire, pour mon événement, il n'y a pas de second marché, fin de l'histoire. Et tu as certains événements où tu n'as pas envie, où tu n'as pas le droit, parce que c'est un truc personnel. Pour d'autres, tu vas dire, je veux justement un second marché, à condition qu'il ne soit pas spéculatif. Donc tu vas pouvoir revendre uniquement au prix d'achat. Et d'autres qui vont dire, je m'en fous et je veux juste toucher des royalties. Chacun définit ce qu'il veut en fait.